concept du TRIZ que je vais vous parler, qui commence à révolutionner un peu la façon d'innover. Et puis à l'université d'Oxford, j'ai retrouvé aussi qu'ils utilisaient le biotriz, c'est-à-dire le triz appliqué à la biologie. Et donc je me suis dit, je ne connaissais rien à cela, et donc je me suis dit, je dois me convaincre de pouvoir revenir comme étudiant et apprendre ces deux aspects-là. Et donc je me suis mis à apprendre le biotriz, et donc j'ai passé les examens, je suis devenu expert du triz, essentiellement le triz, le biotriz. Je ne suis pas encore un grand spécialiste du biotriz, mais néanmoins je vais vous parler un peu du biotriz qui commence à prendre de l'ampleur aussi. Et donc je suis devenu donc expert européen du triz pour pouvoir parler du triz. Alors, tout d'abord, aujourd'hui je vais vous parler donc de le triz, d'abord comprendre le triz, et une fois que vous avez compris le triz, vous passez normalement tous les ingénieurs. Et c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'en France, le triz a été introduit dans l'enseignement supérieur en France à partir de 2010. Et il est devenu une obligation d'enseignement dans les écoles d'ingénieurs. Donc toutes les écoles d'ingénieurs introduisent un cursus avec le triz. Et donc, c'est devenu quelque chose qu'il faut apprendre pour pouvoir innover dans le domaine de l'ingénierie de façon générale. Et donc, le biotriz, c'est récent par rapport au triz, donc c'est un aspect assez nouveau par rapport au triz. Et comme vous voyez, j'ai mis ici un témoignage de Michael Wolff, qui est celui qui est dans l'Agence spatiale européenne, qui est donc en relation avec certains programmes où il dit que adapter le biotriz aux défis de nos missions spatiales a été un succès, c'est-à-dire l'utilisation du biotriz dans le programme spatial européen est un succès pour eux. Vous allez le voir, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc cela démontre qu'aujourd'hui, que même le biotriz commence à être utilisé à des strates de recherche assez élevées. Et aujourd'hui, je voudrais donc partager avec vous cet aspect, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais qui va vous permettre aussi d'avoir une idée différente. Alors tout d'abord, je voudrais d'abord commencer par l'évolution de la connaissance et du savoir. Et cette connaissance et du savoir, comment s'est transformée en recherche et développement. Parce que vous êtes dans une école d'ingénieurs. Donc une école d'ingénieurs n'est pas seulement de développer le savoir et la connaissance, mais de pouvoir transformer ce savoir en une connaissance en de la valeur ajoutée. Donc ce savoir et la connaissance, c'est essentiellement de la recherche et du développement. Et donc la recherche et le développement n'est pas essentiellement au cœur de l'université, mais elle est plus particulièrement ancrée dans les entreprises. L'entreprise est un aspect essentiel dans le développement d'un pays qu'il assume à travers les structures de recherche et de développement. Et donc, j'ai montré ici comment a évolué la recherche et le développement dans le monde à partir des années 30. À partir des années 30, c'est-à-dire, c'était répondre dans le plus urgent à une demande. On avait besoin de tout. Et donc on avait besoin de tout, il fallait faire rapidement pour pouvoir répondre à ce besoin. Et donc c'était généralement la période de la productivité. Donc on produisait à grande échelle, parce qu'il y avait tout, il n'y avait rien. Donc on produisait à grande échelle, on s'en foutait de la qualité, mais il fallait produire. Et puis ensuite, on a remarqué que ce n'était pas que la quantité qui était fondamentale, mais il fallait produire et mieux. Et donc c'était l'ère de la qualité. Dans les années 70, en matière de recherche et de développement, on s'intéressait plus à la qualité du produit qu'à la quantité du produit. Et puis, à partir des années 90, il y a eu une crise d'innovation. L'homme n'a plus fait de grandes découvertes comme celle qui a été faite entre les années 50 jusqu'aux années 80. Et donc il y avait une crise. Et donc il fallait trouver une façon nouvelle de réfléchir et donc d'innover. Donc ça veut dire que la recherche et le développement n'était pas seulement pour faire de la recherche, développer des produits, mais il y avait une concurrence sur le marché, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'il pouvait apporter. Et toute chose qui peut apporter une valeur ajoutée à l'économie est une innovation. Et donc aujourd'hui nous sommes sur cette courbe, d'accord, de l'innovation.
Donc si vous comparez les valeurs, vous avez la productivité en bas, la qualité en deuxième position et l'innovation en première position. Donc tout le monde parle d'innovation aujourd'hui, d'accord? Tout le monde parle d'innovation, donc on est au cœur de l'innovation et donc il faut. Et donc par rapport à cela, il fallait, comment s'est fait toutes ces choses-là pour arriver justement à innover. Et donc quand l'homme a commencé à réfléchir, a commencé à développer des concepts, au départ il fallait développer des concepts, c'est-à-dire développer du savoir et de la connaissance. Et donc au départ, tout chercheur est entre les entailles, d'accord, je dirais, entre le marteau et l'enclume. Il est partagé entre le doute et la confiance. Tout chercheur qui n'est pas partagé entre le doute et la confiance ne peut pas évoluer dans sa vie. Il faut douter. Si on ne doute pas, on ne peut pas avancer. Le doute est un aspect fondamental de la progression de la science. Et une fois qu'on doute, on va essayer de voir toutes les solutions possibles et trouver le meilleur chemin. Et une fois qu'on a trouvé le meilleur chemin, on va vers la confiance, on devient plus confiant. Parce que nous savons que nous avons essayé tout et la solution qui est entre nos mains, c'est celle qui est la plus juste et donc on est plus confiant. Et comment ce doute a évolué pour devenir confiance? C'est par la progression du savoir et de la connaissance. Au départ, comme vous savez tous, dans le XVIIe siècle, ou plutôt dans le XVIe siècle, toutes les théories étaient des hérésies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire de la science si on ne prenait pas en considération la religion. Donc la religion jouait un rôle important dans le développement de la science. Et toute science qui était au contraire par rapport aux valeurs de la religion n'était pas acceptée. Parmi eux, comme vous le savez, Galilée, qui a été traduit, d'accord, devant le Vatican pour lui dire tu dois changer donc, ce que tu as dit par rapport à la Terre. Et donc c'était ça. Et ensuite, ce sont les théories qui commençaient à venir, la théorie de la gravitation, la théorie de la lumière, et ainsi de suite. Et puis avec le temps, d'accord, avec le temps, on a dépassé cette ère où les religions prenaient le dessus sur la science, d'accord. On a commencé à développer les théories, et donc les théories qui n'avaient pas de relation avec l'Église, généralement. C'est les grandes théories, comme vous le savez, la théorie de la relativité, la théorie de la mécanique quantique, la théorie de la thermodynamique, et ainsi de suite. Et là, c'était le savoir et la connaissance. Et puis au XIXe siècle, une fois que toutes ces connaissances, et au début du XXe siècle, une fois que toutes ces connaissances commençaient à prendre de l'ampleur, on a voulu transformer cette connaissance et ce savoir en un savoir-faire. Est-ce que sa science que nous produisons, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'humanité? Qu'est-ce qu'elle peut apporter comme solution pour le développement de l'humanité? Et donc pour ceci, on a cherché à trouver des méthodes et des outils. Donc ce sont ces méthodes et ces outils qui vont transformer le savoir et le savoir-faire, le savoir en un savoir-faire. Et donc c'était l'ère du développement des méthodes et des outils. Pour qu'on arrive par la suite, une fois qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle du trial error, des essais et ensuite corrigés, on a commencé à savoir quelles sont les méthodes les plus efficaces, les méthodes de référence. Et quand on dit une méthode de référence, on introduit une normalisation, des normes. On ne peut pas faire de la science s'il n'y a pas des normes, on n'utilise pas des normes. Et donc les normes sont importantes pour ceci. Et donc plus vous voyez, on va vers ceci. Et une fois qu'on a les méthodes, on a les théories, on a les normes, on développe une loi. Donc les lois que nous allons utiliser toute notre vie. Et donc plus l'homme a évolué vers cette notion de normalisation, nous avons évolué vers la confiance. Donc on ne fait plus confiance. Quand vous faites un travail pratique, vous allez utiliser une méthode. Et vous faites confiance à cette méthode. En faisant confiance à cette méthode, le résultat que vous allez trouver, vous allez dire que c'est le bon résultat parce que vous faites confiance à cela. Si cette confiance n'a pas été établie, vous ne pouvez pas établir. Donc l'homme a évolué de cette façon pour résoudre. Et donc ensuite, une fois qu'on a acquis ceci, qu'est-ce qui s'est développé comme je dirais, émotion que le chercheur développe. Et donc le chercheur va être confronté entre le stress et la sérénité.
Quand vous faites un travail, vous êtes sous le stress d'aboutir, le stress d'arriver à un résultat. Et une fois que vous avez le résultat, vous vous êtes enveloppé dans un nuage de sérénité. Vous avez dit, j'ai réussi. Et donc là aussi, vous voyez que tout ça, généralement, l'homme, de façon générale, dans l'évolution de sa carrière, dans l'évolution de ses travaux de recherche, a toujours utilisé ce qu'on appelle des trial error. Toutes les expériences que vous faites, toutes les recherches que vous faites ne sont pas systématiques. Il n'y a pas une systémisation dans le fait de faire de la recherche. Nous faisons toujours du trial error. Nous essayons quelque chose, ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on corrige, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le résultat est conforme à la théorie ou à la loi. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une façon universelle de pouvoir accéder au savoir. Chaque discipline a sa méthode, chaque discipline a ce qu'on appelle une marge de confiance, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, justement, c'est le temps de la décision. Mais pour cela, comment vous devez, dans toutes les disciplines, comment on doit s'y prendre? La première des choses, c'est-à-dire quand vous faites de la recherche et développement, vous êtes dans une école de sciences biologiques, donc vous allez être ingénieur. Donc ça veut dire que pour vous, votre but, c'est de produire des produits ou de développer des process, d'accord, essentiellement. Vous n'êtes pas dans les services, parce que bon, les services, c'est un degré moindre. Vous n'êtes pas une discipline qui va développer beaucoup de services, mais c'est une discipline qui va développer beaucoup de process et beaucoup de produits. Ça veut dire que votre savoir et votre connaissance, vous les mettez en valeur par la détermination d'un nouveau produit, d'accord, dans votre domaine ou dans un nouveau process. Et donc, ça veut dire que quand vous allez développer un produit ou un process, votre savoir et votre savoir-faire, d'accord, pour qu'il devienne produit, vous avez besoin d'une technologie. Vous allez choisir une technologie, une voie avec laquelle vous allez faire ce système ou ce produit. Donc, ça veut dire qu'il est important pour vous de connaître les tendances technologiques. Je ne peux pas utiliser une technologie qui est en voie de disparition. Donc il faut que j'utilise une technologie qui est déjà dans sa phase de croissance et non pas dans sa phase de maturation ou dans sa phase de déclin. Et donc ça veut dire que tout produit que vous allez faire, ce n'est pas pour vous faire plaisir, ni pour faire plaisir à votre encadreur, mais de faire plaisir aux besoins. Un produit naît d'un besoin. S'il n'y a pas un besoin, il n'y a pas de nécessité de faire de la recherche. Toute recherche répond à un problème posé que l'humanité n'a pas encore résolu, ou que l'entreprise n'a pas encore résolu, ou que le pays n'a pas encore résolu. Donc il y a un besoin. Et donc s'il y a nécessité de trouver, d'accord, comment je peux répondre à ce besoin. Donc la première question dans votre démarche est d'identifier le besoin. C'est ça le plus difficile dans la prospection, c'est identifier le besoin. Et une fois que vous avez identifié le besoin, il faut le définir. Le définir par quoi? Le définir par des termes propres à votre discipline. Le besoin est un besoin de la société. Le besoin de la société, quand je dis c'est un besoin de santé, il est de façon globale. Mais par quel type de besoin de santé? Une maladie du cancer, d'accord? Donc si c'est une maladie du cancer, le citoyen connaît le cancer, mais il ne connaît pas les mécanismes. Et donc vous, à partir de ce besoin, vous allez le définir, et vous allez, une fois que vous allez le définir, vous allez lui donner, qu'est-ce que je dis, vous allez lui donner? Vous allez le transformer en un langage, d'accord, propre à votre discipline. Donc, en votre langage propre à votre discipline. Et donc, ce langage propre à votre discipline, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir mettre en place une stratégie, d'accord, que vous allez mettre en place pour pouvoir répondre à ce besoin par rapport à votre discipline. Et donc, identification, définition, transformation. C'est les premiers aspects. Et c'est ce qu'on appelle, de façon générale, la théorie, d'accord, du processus de développement de produits. Ça s'apprend, c'est toute une
c'est toute une science, d'accord, qui s'appelle le processus de développement du produit. Ce n'est pas de façon hasardeuse, ce n'est pas de façon aléatoire, mais il y a toute une procédure qu'il faut apprendre pour pouvoir faire ceci. Alors, généralement, quand vous cherchez, vous avez un sujet bien identifié, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez sur Google, et là, vous allez sur des bases de données, de publications, et vous allez dire, bon voilà, je vais chercher les mots-clés qui correspondent à mon problème, et vous allez télécharger des publications ou des brevets ou toute information concernant le problème, et vous pensez qu'il se rapproche de votre problème. Vous vous dites, bon, c'est à peu près, je recherche s'il y a des choses qui ont rapport avec des choses qui sont déjà faites. Et donc vous allez voir et vous dites, tiens, cette étude ressemble à mon projet. Donc je vais utiliser les techniques ou les méthodes pour utiliser eux dans leurs travaux. Et vous allez les utiliser. Donc mais toujours du trial error. Vous allez essayer, ça marche pas, je corrige pas, etc. Donc c'est la phase que vous devez faire tout le temps par rapport à ça. Et ça vous prend énormément de temps. Énormément de temps pour lequel vous n'êtes pas sûr que la perte de temps que j'ai passée peut être bénéfique ou non. Vous ne savez pas si vous allez aboutir à un résultat ou vous n'allez pas aboutir à un résultat. Ça peut être un échec. Ça peut être que la méthode que vous avez utilisée n'a pas été dans la bonne voie. Donc il faut tout refaire. Et ça, c'est le problème qui est posé aujourd'hui dans toutes les sciences et je vais arriver à cela. Alors, enfin, à la fin, et donc les deux, une fois que vous avez identifié convenablement le problème et que vous avez choisi convenablement la méthode que vous allez faire, vous allez passer à la phase conceptuelle, concevoir ce produit ou concevoir ce processus. Et donc les deux phases cruciales dans votre recherche, dans votre travail, c'est deux choses qu'on ne peut pas maîtriser. Identifier le besoin, d'accord, et choisir le concept. L'identification du besoin et le choix du concept. C'est là où butent toutes les recherches, tous les travaux de recherche, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans les structures de recherche ou dans les structures d'enseignement, on bute toujours sur des problèmes, l'identification du besoin et la transformation du besoin en un concept. Lequel choisir? Eh bien, le TRIZ, justement, il va vous permettre de façon systématique de ne pas perdre du temps pour aller directement à identifier correctement le besoin et à choisir correctement le concept, d'accord, sans pouvoir faire ce que j'ai dit, de se rapprocher, de faire du trial error, etc., etc. Et donc, ça veut dire quoi? Il va vous permettre de choisir une stratégie technologique. Parce que le choix, la stratégie technologique, comme j'ai dit, d'accord, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler, je ne sais pas moi, dans le domaine de la biologie, je ne suis pas spécialiste, d'accord, donc je pense que vous faites dans le domaine du génome, il y a plusieurs méthodes qu'on utilise, etc., qui utilisent différentes technologies, d'accord, en biotech. Et donc, vous dites il faut donc définir ce que j'appelle le choix d'une technologie gagnante, qui va vous permettre prometteuse. Et généralement, dans le TRIZ, il y a une loi qu'on applique, donc c'est un package, il y a une loi qu'on appelle la loi d'évolution. Et le TRIZ vous dit que tout système, qu'il soit vivant ou qu'il soit un problème technologique, il suit une loi d'évolution. Et que toutes les lois d'évolution sont des lois en S. Des lois en S. C'est-à-dire que tout produit ou tout être vivant, il naît, il passe par une phase de croissance, ensuite il passe par une phase de maturation, ensuite il décline jusqu'à la mort. Donc tous les produits, que ce soit que des produits, même quand vous achetez un iPhone, il y a un nouveau iPhone qui apparaît, tout le monde l'achète, il est en phase de croissance, ensuite ça reste au même niveau d'achat, donc c'est la maturation. Ensuite, personne ne l'achète parce qu'il y a un nouveau produit qui est passé, c'est son déclin. Et la vie est aussi comme ça, on naît, on grandit, devient mature, ensuite on commence à devenir vieux jusqu'à ce qu'on meure. Donc toutes les lois d'évolution. Et donc pour le choix de la technologie,
il faut pour chaque produit faire cette courbe en S et dire cette technologie, elle est à quel niveau? Elle est au niveau de naissance, au niveau de la croissance, au niveau de la maturation et au niveau de déclin. Donc le choix de vous, quelle technologie vous avez choisir, dépend de cette courbe que vous avez faite. Si vous trouvez que le choix de votre technologie est dans la phase de maturation ou dans la phase de déclin, eh ben, c'est pas la peine de le faire, parce qu'elle est déjà mature, on a tout trouvé, ou elle est en phase de déclin. Donc si vous voulez utiliser une technologie, il faut qu'elle soit en phase de croissance. Les gens sont encore en train de chercher, d'accord, avec cette technologie, si on peut atteindre d'autres horizons, d'autres frontières. Donc la courbe en S va vous permettre déjà de faire le choix sur la technologie à faire. Alors, je vais vous donner deux exemples. Au début du XXe siècle, l'US Steel, qui était une entreprise, c'est pour ça que les choix sont importants. L'US Steel, qui était l'entreprise qui avait le monopole de la sidérurgie aux États-Unis. C'est elle c'est elle qui tient le monopole. Et puis il y avait une technologie il faisait ce qu'on appelle le laminage à chaud, c'est-à-dire pour produire des tôles, il les chauffait, il les aplatissait, ce qu'on appelle le laminage. Et puis il y avait une nouvelle technologie qui était sortie, qui était le laminage à froid. On ne faisait pas les tôles à chaud, mais on faisait les tôles à froid. Et puis le conseil d'administration du US Steel a dit, bon, est-ce qu'on investit ou on n'investit pas sur cette technologie? On y va ou on n'y va pas? Et le conseil d'administration, il a dit non, nous on est spécialisé dans le laminage à chaud, il ne faut pas le faire, ça ne va pas nous enrichir plus. Et puis Nucor, qui était une petite start-up aux États-Unis, une petite entreprise, elle a dit ça vaut le coup, moi je vais investir sur le laminage à froid. Et aujourd'hui, Nucor est devenu le numéro 1 aux États-Unis en matière de sidérurgie. Donc le choix, ils ont fait le bon choix de la technologie. C'est pour ça qu'il est mieux de faire. Je vais prendre un autre exemple que vous connaissez tous. Chester Carlson, celui qui a découvert la xérographie en 1938. Vous savez tous qu'avant, pour faire de l'imagerie, pour faire des photos, on avait besoin d'un appareil photo. C'est-à-dire que pour avoir une photo, il fallait recevoir des photons. Et donc le contraste entre avoir des photons et ne pas avoir de photons créait un contraste et ça vous donnait une image. Et donc Chester, il a dit, je vais définir une nouvelle technologie, au lieu des photons, je vais utiliser les électrons. Et donc la différence des charges des électrons peut me donner un contraste dans l'image et je peux avoir une image. Et donc il avait proposé cette nouvelle technologie à toutes les entreprises qui étaient dans la photo à l'époque, pour qu'ils puissent investir sur cette nouvelle technologie. Et personne n'a y cru. Il a créé sa propre start-up, Xerox, que vous connaissez tous. Les photocopieurs Xerox. Les photocopieurs, c'est une image basée sur un contraste d'électrons, pas plus. Et donc, vous voyez bien que Xerox est devenu aujourd'hui numéro 1 mondial dans les photocopies. Donc, pour vous dire juste, le choix de la technologie est important dans le développement de tout ceci. Alors, c'est pour ça que je dis, pourquoi ces gens-là ont fait des choses extraordinaires? Pourquoi ils ont fait ces choix extraordinaires? C'est parce que dans la vie, nous avons un problème. Pourquoi nous avons un problème? Nous avons une inertie psychologique. L'être humain est replié dans son inertie psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire l'inertie psychologique? C'est-à-dire qu'on réfléchit dans les frontières de notre discipline. En dehors de notre discipline, nous sommes incapables de réfléchir. Vous me posez une question en dehors de ma discipline, je suis incapable de résoudre un problème qui est en dehors de ma discipline. Donc je suis dans une inertie psychologique. Je n'arrive pas à transcender mon esprit pour trouver des solutions qui ne sont pas apparentes par rapport à ma spécificité de ma discipline. Et je vais raconter une anecdote. C'est pour ça qu'un chercheur, et je le dis toujours, il ne doit jamais poser la question « pourquoi ?» Pourquoi j'ai le problème? Pourquoi je cherche à résoudre le problème? C'est la question qu'il ne faut pas poser. Alors généralement, on touche toujours la question « pourquoi ?» Si je vais vous dire, par exemple, pourquoi vous allez au supermarché? Vous allez me dire, je vais au supermarché pour acheter, pour faire des achats.
Mais est-ce que c'est la cause? Mais si je vous disais, quelle est la cause qui vous a amené à aller au supermarché? Vous allez me dire, parce qu'il n'y a rien dans mon frigo. Donc la vraie cause, c'est que vous n'avez rien dans le frigo. Ce n'est pas parce que vous allez faire des achats dans le supermarché. Donc si vous trouvez la cause, vous pouvez trouver la solution. Et donc tout chercheur qui doit trouver une solution doit en premier lieu trouver la cause du problème. Et si on ne trouve pas la cause du problème, si on connaît la cause du cancer, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé la solution pour le cancer. Mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé. Je vais revenir sur ça. Et donc pourquoi? Ça, parce qu'on a ce qu'on appelle une inertie psychologique. Et celui qui a créé le TRIZ était, dans les années 70, était aussi dans le programme spatial russe. C'est un russe. Je vais reparler par la suite. Et à l'époque, il y avait une guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Qui mettrait le premier le pied sur la Lune? Qui allait visiter le premier la Lune? Les Américains ont décidé d'envoyer un homme. Les Russes, ils étaient moins gourmands que les Américains. Ils ont dit, on va envoyer une sonde, un robot, une sonde sur la Lune. Et donc, ils ont décidé d'envoyer la sonde dans la partie cachée de la Lune. Et dans la partie cachée de la Lune, il n'y a pas de lumière. Et donc, ils ont dit, si on part là-bas, il faut qu'on donne une preuve que nous avons atterri sur la Lune. Donc, nous devons envoyer des images. Et comme il fait sombre, il n'y a pas d'infrarouge à l'époque, il faut éclairer. Il faut ramener de l'éclairage pour avoir de la lumière, pour pouvoir photographier et envoyer des images. Et donc, ils ont commencé à faire des essais, à mettre des ampoules sur une sonde et faire des simulations sur Terre. Et à chaque fois qu'ils faisaient les simulations, les ampoules éclataient. Et dû aux vibrations quand la sonde rentrait dans l'atmosphère de la Lune. Ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Et puis, Altshuler, celui qui a mis en place le TRIZ, est venu à la rescousse. Il leur a dit, eux tous, pourquoi? Parce que les lampes étaient faites en verre, donc les verres ne résistaient pas aux vibrations, et donc ils cassaient, le verre cassait. Et donc ils cherchaient, les ingénieurs russes de l'agence spatiale cherchaient à trouver un verre qui ne cassait pas pour résister aux vibrations. Ils n'arrivaient pas à trouver. Et puis Altshuler est arrivé, il leur a dit, vous êtes en train de poser la mauvaise question. Vous êtes en train de poser la question pourquoi. Et moi je vous dis, pour quelle cause vous cherchez à trouver un verre incassable? Et les ingénieurs disent, mais il faut qu'on fasse le vide. Parce que si on ne fait pas le vide, l'ampoule va griller. Mais il leur a dit, c'est tout, vous cherchez à faire le vide? Je dis oui, mais pardi, la Lune, il n'y a que le vide là-bas. Vous n'avez pas besoin d'ampoules. Et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué des ampoules que des fils incandescents, sans ampoule. Et donc la lumière reste parce qu'il y a le vide sur la Lune. Donc vous voyez, le fait de poser la question différemment a répondu à trouver la solution. Donc ça, c'est pour vous dire, ça c'est la recherche. Donc il est nécessaire de vaincre votre inertie psychologique. De ne pas chercher par rapport à votre spécificité, mais de chercher par rapport à la généralité. C'est ce que le TRIZ fait de façon globale. Alors, c'est que le paradoxe qui existe aujourd'hui, c'est que tout le monde invente, tout le monde fait des brevets. Mais si je vous dis, est-ce qu'il y a une théorie, d'accord, qui vous permet d'inventer? Est-ce qu'il y a une méthode qui vous permet d'inventer? Ça n'existe pas des méthodes qui vous permettent d'inventer et de permettre de trouver des solutions à des problèmes. Ça n'existe pas. C'est que du trial and error. Et donc c'est pour cette raison que le TRIZ a inventé un nouveau mode de pensée. Un nouveau mode de pensée. C'est-à-dire que vous allez maintenant, normalement, après ma conférence, vous allez vous poser des questions et vous allez essayer de réfléchir différemment par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur les 3000 idées qui sont développées dans le domaine de la science, c'est-à-dire 3000 brevets qui sont déposés, d'accord, il y a quel brevet qui devient une innovation, qui a une valeur marchande sur le marché? Tout le reste, il reste sur des tiroirs. C'est comme on dit, inventer pour inventer. Au lieu de faire de la recherche pour faire de la recherche. D'accord? Donc, c'est une invention
qui n'intéresse personne, qui n'a pas de valeur ajoutée, personne ne va l'acheter. Et donc vous voyez 1 sur 3000, ça veut dire que vous avez 1 sur 3, une chance de 1 sur 3000 pour que vous dites j'innove. Et donc celui qui me dit moi j'ai un projet innovant, il ne peut pas le dire que j'ai un projet innovant. Il ne pourra dire que j'ai un projet innovant qu'une fois que son projet a une valeur sur le marché. S'il n'a pas de valeur sur le marché, c'est encore un projet, d'accord? Je peux dire que c'est une idée innovante, d'accord? Mais je ne peux pas dire que c'est un produit innovant. C'est une idée qui est de façon originale, d'accord? Mais je ne peux pas dire innover, c'est quelque chose qui a une valeur sur le marché. Et donc, quelle est la différence, comme j'ai dit, entre une innovation et une invention? Donc, une invention, d'accord, qui a une valeur ajoutée sur le marché, devient une innovation tout simplement. Toute invention qui se transforme en une valeur marchande devient une innovation. Et donc, tant que votre brevet n'a pas une valeur marchande et personne ne l'a acheté, ben, il restera un brevet qui n'a pas de valeur, comme tous les autres brevets. Donc, le jour où on viendra acheter votre brevet, à ce moment-là, vous pouvez dire que mon invention est une innovation. Alors, je vais vous raconter quelques start-up, puisque c'est la mode, des gens qui sont arrivés à faire des start-up, d'accord, avec des idées innovantes, qui par la suite sont devenues des inventions innovantes. Et toujours, j'ai sélectionné quelques start-up qui sont dans votre domaine, c'est-à-dire qui ont allié la biologie avec mon aspect, la technologie. Et donc, toutes ces entreprises que vous allez voir ont utilisé le Biotrice pour arriver à faire ces innovations. Alors, Optetran, la première start-up qui utilise le ça s'appelle Optetran. C'est une entreprise technologique, d'accord, pionnière, axée sur le développement d'une plateforme d'intelligence naturelle par rétro-ingénierie des cerveaux d'insectes. C'est-à-dire, elle étudie le comportement des cerveaux des insectes, essentiellement des abeilles, d'accord, pour concevoir des plateformes, d'accord, basées sur de l'intelligence, d'accord, et cela, cette approche unique conduit à la création de matériel et de logiciels inspirés des algorithmes biologiques du cerveau de ces insectes, c'est-à-dire elle a conçu des machines. Donc, c'est surtout dans le domaine de la robotique, c'est-à-dire comment voir, comment détecter des objets, éviter des obstacles, naviguer, prendre des décisions, d'accord, en étudiant le cerveau des insectes, parce que certains insectes voient mieux, d'autres détectent mieux, d'accord, et donc en étudiant leur cerveau, ils ont pu créer, d'accord, des machines basées sur des algorithmes, d'accord, qui sont issus du fonctionnement des cerveaux de ces insectes. Elle est connue, cette start-up qui s'appelle Optetran. Je prends une autre start-up qui s'appelle Sharklet Technologies, qui est aussi basée sur le Biotrice, d'accord. Alors eux, ils ont étudié les requins. Et donc, Sharklet est une entreprise qui s'est concentrée sur la création de surfaces inhibant la croissance microbienne en s'inspirant de la peau des requins. Et donc, ils ont remarqué que la peau des requins est une peau qui inhibe, d'accord, des microbes. Et donc, le motif unique sur la peau d'un requin réduit la colonisation bactérienne. C'est terrible. Et donc, ils ont copié, d'accord, ceci, d'accord. Et donc, Sharklet Technologies a imité ce modèle pour développer des produits permettant de réduire la propagation des bactéries dans les environnements de soins de santé. Et elle a un marché extraordinaire. C'est des start-up, comme on dit, innovantes. C'est des start-up qui apportent, d'accord, la science, le savoir, la connaissance, d'accord, et qui copient, qui s'inspirent de la nature, et donc ils font de la nature, ils le transforment en une technologie, d'accord, en de l'ingénierie. Je prends une autre. Stomatode Group, d'accord, en Australie. Eux, ils sont spécialistes des crevettes, d'accord, et donc surtout la crevette menthe que vous connaissez ici, d'accord. On le retrouve dans l'océan Indien et dans le partie occidentale de l'océan Pacifique, dont les yeux intéressent les chercheurs. Ces derniers sont composés d'omatidase, moi je ne connais pas, d'accord, et de cellules photoréceptrices qui peuvent filtrer la lumière polarisante. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette propriété inspirée de Justin Marshall, à l'université de Queensland, d'accord, à la fabrication de caméras détectant les tumeurs. C'est extraordinaire, hein? Donc, c'est une révolution aujourd'hui qui commence à prendre, et donc la start-up commence à produire ces caméras, d'accord.
Ce n'est des scanners ni rien, c'est des caméras qui sont basées sur le fonctionnement des yeux de ces crevettes montes pour pouvoir, d'accord, normalement incapable de faire. La caméra convertit des images invisibles pour nous en découler, pour pouvoir les percevoir. Une autre, Emarina, une autre start-up qui s'appelle Emarina. Emarina, qu'est-ce qu'elle a étudié? Les vers qui sont dans les sables au bord de la plage, d'accord? Les vers qui sont dans le sable, parfois ils sortent, parfois ils restent sous le sable. Et donc sous les petits monticules de sable sur la plage se cache un ver marin aux propriétés exceptionnelles qui s'appelle l'Arenicola marina. Moi je ne le connais pas. À marée basse, l'araignée ne respire pas, il est chargé en oxygène, ses molécules d'hémoglobine à marée haute pour pouvoir. Donc ça veut dire qu'il a une variation de l'hémoglobine varie, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la molécule d'hémoglobine de l'anicole peut transporter 156 molécules d'oxygène contre 4 molécules d'oxygène chez l'hémoglobine humaine. 150, ça veut dire divisé par 4, c'est énorme, d'accord? Et donc, ce groupe Emarina, à l'origine de cette Emarina, d'accord? Frank Zal, fondateur de l'entreprise Emarina, a inventé des transporteurs d'oxygène universels, la molécule M1O1, grâce à cette molécule utilisée comme additif aux solutions de conservation de greffons en attente de transplantation. Vous voyez le marché qu'il a conquis, hein, avec ceci, d'accord, c'est extraordinaire. Alors, la dernière, je pense, Titium, la dernière, il y en a beaucoup, hein, j'ai choisi quelques-unes pour vous montrer que c'est quoi une innovation issue de votre monde biologique. J'ai choisi que ceux qui sont issus de votre monde. Alors, la bave d'escargot, comme vous le savez, ça colle. La bave d'escargot, c'est avec la bave qu'il colle partout, l'escargot, d'accord? Et donc, et les moules réussissent à s'accrocher, même les moules réussissent à s'accrocher au rocher malgré la houle, d'accord? Malgré la houle, ils s'accrochent, d'accord? Peuvent sécréter un matériau visqueux, hydrophobe, qui se durcit et se lie fortement au substrat en réponse à un stimuli comme une modification du pH. Et donc ça a donné, d'accord, à cette start-up, d'accord, à ces chercheurs de développer des additifs médicaux. Et maintenant, c'est-à-dire pour réduire des trous ou des vaisseaux sanguins et éviter les cols chimiques ou les accroches mécaniques, d'accord, c'est un pré-polymère a été développé en prenant modèle sur la bave des escargots. Donc vous voyez, maintenant on fait des cols, comme vous voyez, c'est à base de polymère. Et c'est Titium qu'il a trouvé, c'est-à-dire sur la base de la bave. Voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu des gens qui ont vaincu leur inertie psychologique. C'est-à-dire que si je réfléchis à trouver, par exemple, un nouveau col pour les plaies, je continuerai à réfléchir par rapport à l'humain, donc qu'est-ce que je fais, du tissu, etc. Mais ces gens, ils sont allés ailleurs, en dehors de leur spécificité. La solution était en dehors de leur spécificité, il faut aller la chercher. Et le TRIS va vous permettre d'aller la chercher. Même si vous ne la connaissez pas, il va vous permettre d'aller la chercher, cette solution. Mais avant tout, comme j'ai dit, pour trouver la solution, il faut trouver la cause. Mais pas la cause, la cause de la cause. Comme a dit Hippocrate, il a dit, si vous connaissez la cause d'une maladie, vous êtes un bon médecin. Si vous connaissez la cause de la cause, vous êtes un bon thérapeute. Et si vous connaissez la cause de la cause de la cause, vous êtes un très bon médecin. Et c'est pour ça que quand un patient vient chez un médecin, à partir des symptômes, il va dire, mais il n'est pas sûr, il vous envoie chez un spécialiste. Ensuite, il vous envoie faire des analyses de sang. Ensuite, il vous demande de faire des scanners. Donc, on cherche la cause de la cause de la cause de la cause. Et donc, pour résoudre le problème, il faut trouver la cause de la cause. Et une fois qu'on a trouvé la cause de la cause, eh bien, on peut guérir tout mot et on peut trouver toute solution à tout problème. Et donc, la problématique, c'est comment faire pour trouver la cause de la cause. Donc, il y a, d'abord, les gens ont développé, dans l'engineering, ils ont développé ce qu'on appelle la RCA, Root Cause Analysis, l'analyse de la cause racine. Celui qui l'a développé est Ishoda Toyoda, celui qui a créé en 1968 Toyota.
la marque de voiture Toyota. Il avait tellement de problèmes dans son entreprise, il fallait que, pour résoudre les problèmes, il m'a dit il faut que je trouve la cause de mon problème pour que le problème ne se répète plus. Mais si nous, aujourd'hui, ça ne donne pas de solution. Pourquoi ça ne donne pas de solution? Parce que les problèmes de la science sont différents des problèmes de l'ingénierie. Et donc le TRIZ a développé ce que nous appelons le Root Conflict Analysis, l'analyse des conflits racines. Parce qu'en science, nous gérons des conflits, nous gérons des compromis. C'est-à-dire, comme je parlais tout à l'heure, M. Saïdi m'a donné un bon exemple sur la thyroïde, d'accord, la glande thyroïde. Parfois, si nous trouvons une solution d'un hyperthyroïde, hein, et parfois la solution nous donne une hypothyroïde. Donc il y a un compromis à trouver entre les deux, de ne pas avoir une hyper et de ne pas avoir une hypo. Hein, d'accord. Si j'ajoute beaucoup d'iode ou peu d'iode, d'accord, ça peut aller vers une hyper ou une hypo. Donc ça veut dire que dans tous les problèmes, quand j'augmente quelque chose, j'améliore quelque chose, il y a quelque chose qui devient négatif. Dans toute solution, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Comme par exemple dans les médicaments, vous avez la molécule active, mais vous avez des contradictions. Vous ne pouvez pas trouver, si vous faites par chimie organique, par une synthèse organique, vous avez automatiquement la molécule, d'accord, et son chiral, d'accord, la molécule contradictoire qui est l'image et qui n'est pas, et c'est elle qui apporte. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez? On cherche à minimiser les inconvénients. Donc on trouve un compromis entre le bien et le mal. Donc toute la science a été conçue à trouver le compromis. Est venu le TRIZ, il a dit je hais le compromis. Il faut que je trouve un moyen pour ne pas avoir de compromis, un moyen pour que les effets négatifs n'apparaissent plus et donner des solutions qui vous donnent que des avantages. Pas d'inconvénients. Ça, c'est la philosophie du TRIZ. Et donc, pour trouver, je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez une brosse à dents dure. Une brosse à dents dure, d'accord, elle est faite pour bien nettoyer les dents. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle endommage la gencive. Donc, elle a fait du bien pour les dents, elle nettoie bien, mais elle abîme la gencive. Donc, c'est un compromis. Il faut faire attention, etc. Ceux qui ont une gencive sensible, il ne va pas l'acheter, donc il ne va pas nettoyer très bien ses dents. Donc c'est un compromis. Et donc c'est un conflit entre deux propriétés. La propriété nettoyer et la propriété détruire la gencive. Et donc si je vous dis aujourd'hui, trouvez-moi une brosse à dents, d'accord, qui fait que nettoyer, d'accord, très bien, mais qui ne détruit pas la gencive. C'est un exercice que je fais avec mes étudiants, avec le TRIZ, et on arrive à une nouvelle brosse à dents, d'accord, qui n'a pas. Et donc, comment on arrive à cela? Parce qu'il faut trouver toutes les chaînes causales. Parce qu'il se peut qu'à un effet, il y a plusieurs causes. Et je vais vous donner un exemple. Supposons que je suis assis confortablement sur mon sofa, un verre, je me suis préparé un bon café chaud, d'accord, il y a mon petit chat qui est à côté de moi, et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai fait un sursaut comme ça, j'ai fait déverser du café sur ma main, je me suis brûlé. En sursautant, le chat s'est sauvé. En se sauvant, il trouvait un vase à côté de lui. Il a renversé le vase s'est cassé. Donc, en fin de compte, l'effet, je me suis brûlé et le vase est cassé. C'est l'effet. D'accord? Supposons un autre scénario. Je suis toujours assis sur le sofa, en train de boire mon café. Le chat n'était pas à côté de moi. Le chat était en train de jouer. Il fait tomber le vase. Le vase se casse. Je sursaute. Hein. Le café se déverse. Je me brûle les mains. Fin de cause, le vase est cassé et je me suis brûlé les mains. C'est le même effet, mais la cause est... donc voilà. Et donc, tous les problèmes sont ainsi. Et donc, si vous ne trouvez pas la bonne cause, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé pour que la cause a donné lieu à ces effets.
Et donc cette méthode-là, la RCA+, qu'on appelle la RCA+, Root Conflict Analysis, va vous permettre de trouver toutes les causes et de trouver toutes les chaînes de causes et tous les chemins causaux qui ont induit des fautes. Et une fois que vous avez trouvé des causes, le TRIZ va vous permettre comment utiliser cette matrice causale pour pouvoir la transformer en des idées qui vous permettront de mettre en place des schémas d'innovation. Ah. Parfait, donc je vous ai tracé un peu la problématique, comment elle est. Et donc on revient à celui qui a découvert le TRIZ. Celui qui a découvert le TRIZ est Genrich Altschuler. C'est un juif azerbaïdjanais de l'Azerbaïdjan, d'accord, qui était étudiant en 3e année de génie mécanique. Et puis la Deuxième Guerre mondiale s'éclate, d'accord, et on le mobilise dans l'armée, dans le bureau des inventions. Vous savez, les gens disent que ce Altschuler, c'est le frère jumeau de Einstein. Einstein, c'était pour la science, mais Altschuler, c'est pour l'ingénierie. C'est-à-dire un génie de la technologie. Et donc Altschuler est le destin. C'est que ce Altschuler, quand il a été mobilisé dans l'armée russe, on l'a mobilisé au niveau du bureau des brevets. Et Einstein a fait ses découvertes dans un bureau des brevets. Il travaillait aussi dans un bureau des brevets. Et donc il travaille dans le bureau des brevets, il dépose plusieurs brevets, il est 3e année, d'accord ? Et puis après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, il produit le premier document référent à ce TRIZ. Mais il est emprisonné par Staline, parce que Staline n'aime pas les scientifiques. Et donc on lui donne 25 ans de prison. Mais coup de chance, Staline, 1956, il meurt. On le libère. Et pendant cette période où il était en prison, il développa de façon magistrale cette nouvelle théorie, d'accord, qu'on appelle la théorie de la résolution des problèmes inventifs. La théorie de la résolution des problèmes inventifs. C'est-à-dire, il vous donne une manière, une théorie, comme toutes les théories que vous faites, c'est-à-dire une méthode, pour pouvoir arriver à inventer, d'accord. Et donc, quand 1956, il écrit à l'Académie des sciences de l'URSS, leur disant, voilà, je vais vous présenter à l'Académie ma nouvelle théorie. Bon, les académiciens, du haut de leur statut, quelqu'un qui n'a que 3 ans d'enseignement à l'université, il vient nous montrer une théorie révolutionnaire. Il insiste, il écrit de 1956 jusqu'à 1968. 1968, on lui dit, venez, présentez-nous votre théorie. Et quand il a présenté son théorie, ils étaient stupéfaits par la grandeur de cette théorie. Et à partir de ce moment-là, l'URSS a décidé d'adopter le TRIZ comme outil, d'accord, de développement technologique du pays. Vous allez me poser la question, mais comment le monde entier n'a pas eu connaissance de cette méthode? Parce que vous savez tous que l'URSS, les savants russes étaient interdits de voyager. Ils n'avaient pas de passeport, les savants russes, pendant l'URSS. Ils ne pouvaient pas sortir. Juste s'ils partaient dans un cadre de coopération ou dans un cadre... Mais les hauts savants ne pouvaient pas s'avancer. C'était des enseignants, des trucs comme ça, de seconde classe. Et c'est en 1990, quand il y a eu la perestroïka, et donc l'éclatement de l'URSS en plusieurs États, la liberté est revenue, que le TRIZ a été importé, et mettez ça bien dans la tête, parce que ça aujourd'hui, c'est relatif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les Juifs ukrainiens qui ont fait savoir le TRIZ à l'Occident. C'était eux qui travaillaient à Altschuler, d'accord, et qui ont fait connaître le TRIZ à l'Occident, qui ont commencé d'abord à le translater en langue, parce que tout était écrit en russe, dans une langue anglaise, et le monde a commencé à connaître le TRIZ. Et a commencé à apporter. Et donc, ce n'est pas par hasard que tous les grands scientifiques de l'ingénierie russe sont juifs, ils sont à Israël.
Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas par hasard qu'ils sont très développés technologiquement. Ceux qui détiennent la technologie, l'ingénierie en Israël, ce sont les Juifs russes. Ce n'est pas d'autres pays. Les Juifs ont joué un rôle important dans le développement d'Israël. Et donc ça, c'est... Et les Ukrainiens. Une longue histoire donc avec l'URSS de façon générale. Donc vous voyez que l'histoire, comme vous voyez aujourd'hui, c'est pas par hasard qu'il y a ces guerres-là, d'accord? L'Ukraine, hein, par rapport à l'Ukraine a vraiment été un renégat par rapport à l'URSS depuis longtemps. Et voilà, donc je reviens. Donc voilà, ça c'est son histoire par rapport. Staline a même jeté sa mère du 5e étage, d'accord, juste pour lui faire peur, hein, de ne pas. Oui, il a su des choses extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, comment il est arrivé à cette théorie, Altshuler? Altshuler a étudié 2 millions de brevets. Analysé 2 millions de brevets. Vous voyez le temps qu'il faut pour analyser 2 millions de brevets? Il a en plus étudié tout le caractère, la mentalité des grands génies du monde, comment ils réfléchissent, comment ils sont arrivés à leur théorie. Tous les artistes du monde, que ce soit des peintres, que ce soit des poètes, que ce soit des écrivains, tous, parce que tous, ils ont... Qu'est-ce qu'il faut? Ils font de la créativité, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'écriture, etc. Et donc tout ça, en analysant, c'est comme ça qu'il a développé sa théorie. Et donc à la fin, il dit que les brevets dans le monde, il les décompose en 5 niveaux. 5 niveaux. Les brevets se décomposent en 5 niveaux. Le niveau 1, c'est 32% des brevets, c'est juste des petites améliorations, rien, quantitatif. Niveau 2, une amélioration qualitative mineure. 3, une nouvelle application. Alors 97% des brevets ne valent rien dans le monde. Il n'y a que 3% qui deviennent des innovations. C'est soit de nouvelles fonctions, soit de nouveaux principes. Et donc, le TRIZ, il vous dit, si moi vous utilisez ma théorie, je vous amène à partir du 3 et plus. Je ne réfléchis même pas au 1 et au 2. Si je fais une découverte, je la ferai en suivant le TRIZ à partir du 3. Et donc ça, c'est l'évolution. Vous voyez que c'est asymptotique. Les bons brevets, hein, ils frôlent 0, d'accord? Voilà. Alors, quelles sont les entreprises qui utilisent le TRIZ aujourd'hui? C'est toutes ces entreprises aujourd'hui qui utilisent le TRIZ dans leur structure de recherche et de développement. Et vous voyez que c'est les plus grandes entreprises. Dans tous les domaines. Dans le domaine du médical, dans le domaine de l'automotive, dans le domaine de l'aérospatial. Et une des entreprises qui a la première commencé à utiliser le TRIZ, c'est Samsung. Parce qu'il est arrivé en premier en Asie. Et le premier à avoir commencé à utiliser le TRIZ à partir de 1995 est Samsung. Et regardez, en 10 ans, le nombre de brevets, oui, ben, nous le ferons. Et ce n'est pas par hasard que Samsung est leader aujourd'hui, hein, dans ce domaine-là. Dernièrement, Sanofi a commandé une étude à un bureau pour gagner 6 milliards de dollars en 6 ans. D'accord? Que faut-il faire pour utiliser le TRIZ pour gagner 6 milliards de dollars en 6 ans? D'accord? En utilisant le TRIZ. Donc, je ne suis pas là pour faire la publicité, d'accord? Donc je vous montre les faits, d'accord, les réalités de tous ceux qui utilisent le TRIZ. Et une des grandes entreprises aujourd'hui, parce que donc entre-temps, il y a beaucoup de petites entreprises de services, c'est-à-dire que les entreprises font appel à des entreprises spécialisées dans le TRIZ. Par exemple, Sanofi a fait appel à une entreprise qui est spécialisée dans le TRIZ pour lui faire cette étude. Et donc, une de ces boîtes, c'est Creax. Creax qui vient de créativité, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait, par exemple? Ce sablier thermochromique jette dans l'eau bouillante, remplaçant ainsi les minuteurs traditionnels. Par exemple, le Tempix,
l'indicateur de température révèle si la chaîne froide a été rompue, d'accord. Par exemple, Rip Sensei, elle vous informe si les fruits mûrs pour être mangés, d'accord. Donc, tu vois, vous voyez, elle est surtout dans l'ombrage. Ce bracelet devient violet lorsqu'il est exposé aux rayons UV et informe ainsi le porteur donc il doit s'abriter au soleil, d'accord. C'est des petits gadgets. Ces gants changeant de couleur immédiatement lorsque l'on entre en contact avec des substances dangereuses, d'accord, des virus ou des trucs comme ça, d'accord. Vous voyez, Creax a vraiment une des boîtes qu'on fait appel, d'accord. Donc généralement les entreprises, maintenant les grandes entreprises, ils ne vont pas avoir beaucoup d'ingénieurs, ils ont 4 ou 5 ingénieurs, mais ils font appel à des boîtes qui sont spécialisées dans le tris pour leur faire des propositions de produits, d'accord, innovants. La nanocellulose est dérivée du bois brut, est un matériau miraculeux pour le traitement des plaies, par exemple, d'accord. C'est toujours ce Creax qui a découvert ces choses-là. Libération contrôlée de médicaments contre le cancer, doté de la technologie de la lumière proche infrarouge, d'accord. Quand on parlait de ces traitements invasifs, hein, les traitements contrôlés, d'accord, et les prochaines technologies prometteuses sont ces bactéries guidées par un champ magnétique enrobés de médicaments anticancéreux. Ils devraient être bien plus efficaces que les médicaments actuels. Donc si vous voulez chercher sur cette voie-là pour avoir quelque chose d'innovant dans le passé. Ces chaussettes ont intégré des nanoparticules d'argent qui tuent les microbes, ce qui signifie que ces chaussettes ne puent pas. D'accord. Cette combinaison respirante fonctionne grâce aux bactéries qui réagissent à votre sueur. D'accord. Donc vous voyez que tout ça, c'est des innovations qui font appel de la technologie et de la biologie, d'accord. Alors, donc, j'ai parlé du FutureTrees. Alors, donc, comme j'ai dit, pourquoi vous ne pouvez pas découvrir? Parce que vous réfléchissez into the box, à l'intérieur de la boîte. Vous êtes dans une discipline et vous êtes dans une boîte qui, les murs sont les limites de votre discipline, ce que vous avez appris. Mais parfois, les solutions sont en dehors de votre discipline. Donc, il faut réfléchir out of the box. Réfléchir out of the box. Donc, dans le tris, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si je vous dis, sortez l'eau du verre, mais ne touchez pas le verre. Enlevez cette eau du verre sans toucher le verre. Vous allez chercher des solutions, comment je vais faire, etc., etc. Mais si vous... Et là, vous n'allez pas trouver une solution parce que vous allez réfléchir par rapport à votre spécificité. D'accord? Vous allez réfléchir par rapport à votre spécificité. Heureusement, l'université d'Oxford nous a mis une base de données. Vous pouvez la télécharger avec votre portable. Si vous avez vos tests, faites-le, on va le faire ensemble. D'accord? Voilà le site, d'accord? Écrivez ça. Et cette base de données, elle va vous sortir des fonctions, des paramètres et des transformations. On revient à ovaire. Ça veut dire... Oui. Oui. Voilà, l'adresse, voilà. C'est bon? Donc si je reviens au verre, ça veut dire que moi, c'est sortir le verre, sortir l'eau du verre. Ça, c'est la spécificité, c'est la question qu'on a posée, d'accord? Si je veux rendre la question abstraite, c'est-à-dire réfléchir out of the box, l'eau c'est quoi? C'est un liquide. Sortir le verre, l'eau c'est quoi? C'est déplacer de l'eau. Donc c'est déplacer un liquide. Donc la question sortir l'eau du verre, qui était spécifique, va devenir déplacer un liquide. Et en fait, maintenant, en questionnant la base de données, how to move a liquid, comment je déplace mon solide, va vous donner de combien de façons il y a pour déplacer le liquide en déplaçant. Il vous donne 137 manières, 137 techniques qui existent dans le monde, d'accord, toutes disciplines confondues, qui permettent de déplacer un liquide. Donc si je suis
par exemple, par acoustic cavitation, d'accord, par acoustic cavitation, je vais aller chercher chez quoi acoustic cavitation, et ça a donné un brevet. Déplacé, ils ont mis une baffe, hein, un haut-parleur, d'accord, vous le mettez devant l'eau et vous envoyez donc de la musique. L'eau va changer de structure, d'accord, parce qu'il vibre, c'est normal. Et cette technique a donné lieu comment trouver, d'accord, à quelle profondeur se trouve l'eau sous nos terres. Sans faire, juste en envoyant des vibrations acoustiques de ce type-là. Parce que je fais vibrer, et en faisant vibrer l'eau, d'accord, ça veut dire que je le déplace, d'accord, je peux savoir à quelle distance se trouve, ça donnait un US patent, un brevet américain, d'accord, pour voir. Donc vous voyez, parce que le gars se posait la question, et il a trouvé une solution qui était en dehors de son problème, d'accord. Et donc, comme j'ai dit, think out of the box. Donc toujours, moi si je vous pose la question, résoudre l'équation 6x2 plus 4x plus 1 égale à 0. C'est une équation du second degré spécifique. Et si je dois réfléchir out of the box, c'est-à-dire la ronde générale, je vais dire ax2, trouver les solutions à une équation du type ax2 plus bx plus c égale à 0. Vous allez trouver, on vous donne deux solutions générales. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le cas spécifique, vous remplacez les valeurs par A, B et C, vous avez vos solutions spécifiques. Donc vous avez des solutions générales et ensuite, une fois que vous avez la solution générale, l'appliquer à votre solution spécifique. Et donc par exemple ici, donc Creax, cette entreprise comme j'ai dit, vous donne un moyen par exemple d'utiliser des trucs comme ça, d'accord, pour pouvoir définir d'abord les propriétés du produit que vous voulez faire, utiliser ces propriétés comme une liste de contrôle pour forcer votre produit dans toutes les orientations possibles et pour pouvoir trouver, voilà. Par exemple, il vous donne cet exemple, d'accord, de cette boîte japonaise qui fait l'emballage de jus de banane, d'accord. Et quand vous voyez l'emballage de jus de banane, vous voyez déjà une banane, d'accord. Parce que pourquoi? Parce qu'en premier lieu, qu'est-ce que nous avons fait quand on fait un emballage? Nous utilisons un sens, c'est-à-dire la vision. Parce que les couleurs, donc on est attiré par les yeux, d'accord. Plus j'augmente les sens, le toucher, le smell, le truc. Donc dans l'emballage, si j'augmente toutes ces sensations que l'homme ressent, sensorielles, donc je vais attirer plus le client. Et donc ce jus, il se vend à merveille au Japon parce que les gens sentent la banane juste en s'approchant de la boîte, hein, d'accord. Ils touchent, c'est la même rigorosité de la banane, d'accord, sur le truc, d'accord. Donc tous les sens sont mis en place pour pouvoir faire. Ça, c'est juste pour ceux qui font de l'ingénierie dans l'emballage, d'accord. L'ingénierie dans l'emballage, ils font ceci, par exemple pour ce mix pancake, arborescence, d'accord, tout ça, ils ont utilisé ce trip. Voilà. C'est juste pour vous donner des exemples. Donc, thinking out of the box. Toujours faire une abstraction. Faire une abstraction par rapport. Ne réfléchissez pas par rapport à votre spécificité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la science, ce n'est plus une équipe monodisciplinaire. Si vous voulez trouver des solutions innovantes, il faut la pluridisciplinarité. Ça veut dire qu'il faut avec vous, vous êtes biologiste, il faut avec vous des électroniciens, des mécaniciens, des médecins, d'accord? Parce qu'eux, ils réfléchissent à des solutions que vous ne réfléchissez pas auxquelles. Et en les combinant tous ensemble, vous pouvez arriver à une solution extraordinaire dans ce monde-là. Alors, actuellement, pourquoi aujourd'hui il est plus urgent d'innover, plus urgent de trouver des solutions? Notre économie est confrontée à des problèmes sociétaux à l'échelle mondiale. Problèmes de santé, troubles sociaux, migration, les crises de l'eau, de l'énergie, des finances. Partout il y a des crises. Hein? Il faut trouver des solutions à ces crises-là, d'accord? Et quel est le meilleur innovateur? Quel est le meilleur innovateur? La nature. Il n'y a pas mieux que la nature pour innover.
Parce que la nature, quand elle est confrontée à un problème, soit elle innove pour survivre, soit elle meurt. Une plante, quand il y a un stress hydrique, soit elle se laisse aller, soit elle s'adapte, donc en trouvant une nouvelle organisation, un nouveau cycle, un nouveau système pour pouvoir survivre. Donc le meilleur innovateur est la nature. Et si je peux, à un moment donné, copier la nature, d'accord, comment elle a pu s'adapter, peut-être que je vais trouver des solutions innovantes et les appliquer dans mon monde, d'accord, artificiel que je fais. Si la vie est si parfaite, pourquoi pouvons-nous pas prendre les idées des systèmes vivants et les remettre en œuvre directement? Voilà la question que le biotrice se pose. Si la nature est si parfaite, pourquoi pouvons-nous pas prendre les idées des systèmes vivants et les mettre en œuvre? Utiliser les connaissances de la biologie et surtout l'écologie, c'est très tentant. Voilà. Donc moi je ne suis pas spécialiste de ces deux domaines, mais en tant qu'ingénierie, je dirais, ben voilà, moi je voudrais bien m'associer avec des gens qui maîtrisent la biologie. Et donc c'est pour ça qu'il faut vous associer. Vous êtes une école de biologie, il faut vous associer. Vous avez une école juste à côté d'engineering, c'est ça, hein? D'accord? Donc, essayez de faire des projets, d'accord, en association entre des étudiants de cette école et les étudiants de l'école qui est dans l'engineering. Et ça créera de l'innovation. Parce que ce seraient les premiers projets, d'accord, qui font associer de l'engineering des gens qui réfléchissent que ce qu'ils touchent, hein, et ceux qui réfléchissent à tout ce qui est vivant. D'accord? Et si nos idées sont issues de la nature? Et donc, si nos idées sont issues de la nature. Alors, il y a différentes approches. Il y a ce qu'on appelle de la bio-inspiration. Il y a le biomimétique, il y a le bionique, il y a le biomimétisme. D'accord? Donc, le biotrice utilise le biomimétisme. D'accord? Le biomimétisme, c'est sur lequel nous allons... Bref. Alors, vous savez tous que l'approche biobiométrique, c'est-à-dire, elle a été développée en 1970, d'accord? Ensuite, on a introduit l'approche permaculture, c'est-à-dire tout ce qui est développement durable. Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons des solutions durables, des solutions qui ne sont pas néfastes à notre vie, à l'environnement, etc. Donc, et il n'y a pas mieux que des solutions naturelles, d'accord? Alors, quels sont les principes du biomimétisme? La nature, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose, la nature fonctionne grâce au soleil. Ça veut dire que le moteur d'énergie, c'est le soleil. Donc l'énergie, si je dois utiliser de l'énergie, je dois utiliser de l'énergie naturelle qui est le soleil. La deuxième, la nature utilise uniquement l'énergie dont elle a besoin, elle ne gaspille pas. Donc si je sais comment la nature fait pour ne pas gaspiller, pour qu'elle optimise l'utilisation d'énergie. Troisièmement, la nature adapte la forme à la fonction. Parce que dans tout produit, d'accord, il y a une relation entre la forme et la fonction. Les propriétés et la fonctionnalité. Donc là, la nature adapte la forme à la fonction. La nature recycle tout. La nature encourage la coopération. La nature mise sur la diversité. La nature exige une expertise locale. La nature freine les excès de l'intérieur. Et la nature exploite les pouvoirs des limites. C'est-à-dire, même si elle a des limites, elle peut outrepasser ces limites-là. Donc vous pouvez vous inspirer de tout ça, d'accord, dans votre développement. La nature, donc comment je peux prendre? Je peux prendre la nature par rapport à trois choses fondamentales. Je peux prendre la nature comme un modèle, c'est-à-dire je vais utiliser les modèles naturels et les adapter à mes modèles d'ingénierie. Je peux utiliser la nature comme une mesure, c'est-à-dire elle va me permettre, d'accord, de pouvoir mesurer des choses. Et je peux enfin utiliser la nature comme un mentor qui va me guider, d'accord, à trouver la solution. Donc je peux avoir soit utiliser la nature pour des modèles, pour la mesure, ou pour me guider et pour me guider. Alors les étapes sont... Et comme j'ai dit, identifier, élaborer, la conception, interpréter, ensuite discovery, d'accord,
c'est tout un cycle que vous pouvez faire pour pouvoir arriver à tout cela. Mais bon, je ne vais pas, c'est pas beaucoup de temps. Donc il y a des niveaux. Il y a des niveaux, comme j'ai dit. Il y a le niveau organique, organisme. Donc vous pouvez soit voir l'organisme de cette plante ou l'organisme de cet animal, comment il est fait, les formes, d'accord, vous vous inspirez de l'organisme. Vous pouvez vous inspirer du comportement. Ou vous pouvez vous inspirer de l'écosystème dans lequel elle évolue, d'accord, la nature. Donc vous avez trois aspects de niveau, soit au niveau de l'organisme, soit au niveau du comportement, soit au niveau de l'écosystème. Donc, et dans le biomimétisme, vous avez deux approches. Vous avez l'approche top-down, ça veut dire quoi? Qui est menée par le problème d'engineering. C'est-à-dire que nous avons un problème d'engineering, l'ingénieur a un problème, d'accord? Il va chercher à trouver une solution dans la nature. Ça, c'est du top-down. Ou bien du bottom-up. C'est-à-dire que ici, j'ai trouvé un domaine de biologie, d'accord, et je vais utiliser ce domaine de biologie et le redimensionner au domaine de l'ingénierie. C'est-à-dire, soit je veux de l'engineering à la biologie, ou de la biologie à l'engineering. Vous êtes de la biologie à l'engineering. Et celui qui est dans une école d'ingénieur, d'engineering, il est de l'engineering, il fait du top-down. Vous faites du bottom-up, d'accord? Et si nous apprenons à trouver des systèmes auto, par exemple ici, nettoyants comme les feuilles. Les feuilles s'auto-nettoient, d'accord? Et ça a donné aujourd'hui à ce qu'on appelle les vitres auto-nettoyantes qui s'auto-nettoient tout seuls, d'accord? Vous le savez. Le martin pêcheur a été l'inspiration pour faire les TGV. Pourquoi? Pourquoi les gens... Parce que quand on a fait le TGV, ceux qui sont dans l'engineering, au départ, on a misé sur les trains à 400, 500 km à l'heure. Le problème, ce n'était pas la vitesse. On pouvait aller à n'importe quelle vitesse, ça ne posait pas de problème d'ingénierie. Mais c'est le problème des tunnels. La différence de pression faisait que les TGV explosaient. Donc, il fallait trouver un moyen pour qu'ils ne ressentent pas la différence de pression. Vous le constatez quand vous êtes à haute vitesse, vous rentrez dans un tunnel, vous avez les oreilles qui pressent, d'accord? Et donc ils ont vu que le martin pêcheur, il rentre directement dans l'eau alors qu'il y a différentes de pression énormes, il va tout droit. Et donc ils ont dit, il faut qu'on copie sa forme. Et donc ils ont copié sa forme et ça a donné le Shinkansen, le TGV japonais, d'accord, qui est le premier à être inspiré de ceci. Alors, pour cela, l'université d'Oxford aussi, il faut leur donner au professeur Vincent, qui nous a aussi gratifié d'une base de données, Ask Nature. Comme Ask Nature collé. Ask Nature. Ask Nature. Alors cette base de données vous donne la base de données de toutes les stratégies que la nature utilise pour nettoyer, pour dessaler, pour résister à l'eau. Donc toutes les fonctions, les stratégies qu'a adoptées la nature, dont vous allez trouver différentes stratégies. D'accord? Ensuite, une fois qu'il y a dans cette base de données toutes les innovations que l'homme a trouvées en utilisant une stratégie, d'accord, qui existe dans cette base de données de Ask Nature. Donc, elle est gratuite, d'accord, vous pouvez la questionner, et si vous cherchez une stratégie, vous écrivez cette stratégie, recycler, ou la transporter, etc. Vous le donnez, elle vous donne de ce qui existe, voilà comment elle est, les stratégies, les idées inspirées, les ressources, les collections, etc. etc. C'est magnifique, je trouve que moi je ne suis pas spécialiste, mais je trouve que c'est un bon outil pour vous. Alors, vous avez plusieurs outils qui existent aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour faire ceci, comme je dis. Par exemple, je donne un exemple très simple aussi qui a été inspiré aussi. Par exemple, les chenilles, là, les chenilles, d'accord, ils se nourrissent de feuilles, d'accord?
Et donc la nature, elle a, comme elle a dit, elle a essayé de trouver une stratégie pour que la chenille ne mange pas ses feuilles. Donc elle a transformé ces tiges en des tiges lisses et brillantes. Comme ça, la chenille ne peut pas sauter d'une feuille à une feuille, elle a peur de tomber. Hein. Mais avec le temps, la chenille a compris. Hein. Donc elle a aussi développé, d'accord, une technique, elle s'est adaptée, adhésif dans ses, hein, dans ses pattes, hein, elle a amélioré son adhésion aux arbres. D'accord. Elle a développé une adhésion aux arbres. Et donc là, si je m'inspire de cela, on peut faire, on a mis en place des petits robots, d'accord, qui peuvent, hein, marcher sur des murs glissants, etc., lisses, etc. Mais alors, est-ce que maintenant la nature, l'arbre, il va se désarmer? Elle va me bousiller. Hein? Eh ben, il y a un forestier australien qui a découvert en fait que les arbres, d'accord, je suis contaminé, il ne faut pas que mon prochain contaminé. Il a remarqué dans sa forêt que les feuilles ne se touchent jamais des arbres dans les forêts. Donc la chenille ne peut pas sauter d'une feuille à une feuille, d'accord. C'est ce qu'on appelle le crown shyness. Hein? Il a fait ce trick, comment il appelait le crown shyness, d'accord, qu'il existe. Moi, je ne savais pas ça, je ne sais pas si vous le saviez, que hein, dans les forêts, les arbres, les feuilles ne se touchent pas, d'accord, par ce phénomène qui s'appelle le crown. Donc, il faut que la chenille trouve autre chose maintenant pour passer par la terre, peut-être, mais bon, hein, je ne sais pas comment elle fait. Et là aussi, j'ai trouvé une chose extraordinaire, les cigales. Les cigales, c'est en faisant une étude de biotrise qu'un chercheur en biologie a découvert ceci. Donc, voulant s'inspirer des cigales, le frottement, d'accord, de ses ailes pour donner un son mécanique. Et quand il a vu les cigales, donc regardez ce qu'il a découvert extraordinaire. Les cigales cassinées ont un cycle de vie très particulier. Ces insectes restent sous terre pendant des années et sortent pour se reproduire tantôt tous les 17 ans ou tantôt tous les 13 ans. C'est-à-dire qu'une cigale, ça veut dire qu'elle a 13 ans, et quand vous allez revérifier, ils suivent une suite de Fibonacci en mathématiques. Une suite de Fibonacci, c'est-à-dire que leur cycle, hein, c'est extraordinaire comment la nature. Pourquoi elle a fait ça? C'est parce qu'elle a remarqué que la durée de vie de ses prédateurs, d'accord, il fallait ce cycle pour qu'ils ne tombent pas la même année avec ses prédateurs. Et donc quand elle sort, hein, elle ne sera pas mangée par ses prédateurs. D'accord? C'est extraordinaire hein, comment les cigales, juste sachant qu'ils étaient désarmés, hein, il fallait qu'ils ne coïncident pas avec la date de leur prédateur. D'accord? Et voilà, donc c'est extraordinaire. D'accord? Il apparaît donc la 16e année, la 20e année, etc. Ces prédateurs, c'était des nombres pairs, hein, alors que eux, c'était des suite de Fibonacci, c'est magnifique. Et donc le besoin du trise, donc comme j'ai dit, alors le trise, comme j'ai dit, il cherche d'abord à trouver les contradictions. C'est-à-dire quelle est la chose positive et quelle est la chose négative. Et donc il veut enlever les choses qui sont négatives. Et donc dans le biotrise, il faut chercher les contradictions. Et une fois que vous avez les contradictions, il va définir deux types de contradictions. Les contradictions physiques et les contradictions techniques. Pour résoudre les contradictions physiques, il vous donne un mode d'emploi. Et pour résoudre les contradictions techniques, il vous donne un mode d'emploi. Le mode d'emploi dans les contradictions physiques, on utilise ce qu'on appelle des principes de séparation. Séparation dans le temps, séparation dans l'espace, séparation sous conditions. Quand il s'agit de contradictions techniques, il vous donne ce qu'on appelle les principes inventifs. Et il définit 40 principes inventifs parmi eux, donc il faut les apprendre. Alors qu'est-ce qu'il y a, ce que je vous dis, comme j'ai dit, le trise ou le biotrise sont efficaces comme moyen systématique
Pour résoudre les problèmes, vous trouvez une solution où il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de conflit. Mais le problème, c'est le triz est fastidieux. Le triz est fastidieux, il demande beaucoup de travail. Il demande beaucoup d'apprentissage. Donc il faut d'abord l'apprendre. Il faut d'abord l'apprendre. Une fois que vous l'avez appris, il faut l'appliquer, d'accord, dans l'engineering d'abord, et ensuite, si vous êtes biologiste, dans le biotrice. Donc il faut chercher les contradictions. Donc le problème, il faut chercher les contradictions. Une fois que vous avez trouvé les contradictions, il vous dit comment vous faites pour résoudre le problème, soit en utilisant des principes de séparation si c'est du physique, ou des principes inventifs, d'accord, si vous trouvez des solutions. Et donc, tout ceci nous amène à trouver ce qu'on appelle une matrice de contradiction. On a abouti à une matrice de ce type. Et dans une matrice de ce type, là, je ne suis pas obligé de vous donner comme ça, hein, je suis sûr que ça vous a dit, mais une fois que vous êtes intéressé. Donc, des contradictions techniques. Alors, par exemple, sur les colonnes, c'est les choses négatives. Et sur les lignes, c'est les choses positives. Et à chaque croisement d'une ligne positive à une ligne négative, par exemple, si je veux augmenter le nombre de places dans un avion, donc je dois augmenter son volume. Mais en augmentant son volume, son poids augmente. Donc c'est quelque chose de négatif, d'accord? Donc la chose positive, c'est le nombre de places, hein? Mais la chose négative, donc c'est le poids qui augmente. Donc il faut plus d'énergie, d'accord? Je consomme plus d'énergie, donc c'est négatif. Donc vous voyez sur une ligne et sur la colonne, vous avez une case, vous voyez par exemple une case ici, d'accord, qui correspond au croisement d'une ligne avec une colonne. Il vous donne 3, 4 solutions. Vous voyez ici des chiffres. Ces chiffres correspondent à des principes inventifs. Segmentation, une fois que vous allez apprendre, vous allez commencer à les utiliser. Et donc, il vous donne une voie de solution. Et vous allez essayer d'appliquer cette solution pour pouvoir trouver, par exemple, la solution. Et donc, celle qui a mis en place le biotrice, c'est celle-là. C'est Bogaya Tirev, d'accord, et son mari Bogaya Tirava, d'accord, qui ont développé le biotrice. Cette femme est extraordinaire. Elle est professeure au Collège de London, à Oxford, à Cardiff, à Bath et d'autres universités. Mais ce qu'elle a découvert est extraordinaire. En étudiant les fourmis, elle a développé beaucoup de choses pour le spatial. La communication. Elle a étudié comment communiquent les fourmis et donc elle a développé un nouveau mode de communication dans les centres spatiaux, d'accord. Elle a mis en place de nouvelles combinaisons pour ceux qui vont partir sur Mars, d'accord, juste en faisant du biotrice, d'accord. Alors, comme j'ai dit, les contradictions, on arrive à ça, d'accord. Bon, vous voulez voir quelques exemples, par exemple. Voilà. Par exemple, on va prendre une contradiction, je vais vendre une contradiction, par exemple, une contradiction dans le temps. C'est-à-dire la contradiction physique dans le temps, je prends par exemple les lunettes, d'accord. Quand vous prenez des lunettes, les verres doivent être clairs et foncés, les verres doivent être foncés en cas d'exposition aux UV. Vous avez des lunettes, hein? Quand il fait du soleil, vous ne voulez pas avoir une autre lente, vous voulez que les verres s'adaptent, hein, à l'UV. Eh bien, ça, on l'a remarqué à partir du pain. Pour pouvoir survivre, qu'est-ce qu'il a développé le vin? Le pomme de pin doit contenir des graines et les libérer. Solution, les écailles des camps s'ouvrent lorsqu'ils sont sèches et se ferment lorsqu'ils sont humides, ainsi à maximiser la dispersion des graines. La nature, hein? Donc elle a trouvé dans le temps, quand est-ce qu'elle fait ça et quand est-ce qu'elle fait autre chose. Bon, je vais pas faire les dons, etc. Par exemple, bon, juste prendre un dernier exemple, par exemple, ici, par exemple, les fourmis, par exemple. Vous savez, un grand problème de l'engineering, c'est comment couper une feuille qui est fraîche. Fraîche, c'est difficile de la couper selon une direction. Impossible. Il faut la sécher pour qu'elle puisse être cassée. Et donc, ils ont remarqué que les fourmis, comment ils cassaient les feuilles pour les manger? Ils faisaient des vibrations avec les pattes, et en faisant des vibrations, ils rigidifient la feuille. La feuille devient rigide. Et si la feuille devient rigide, c'est facilement pour la couper. Donc, comme ça, l'homme s'est inspiré que pour pouvoir
couper quelque chose qui est fraîche, il faut faire des vibrations, créer des petites vibrations pour rigidifier l'objet pour pouvoir le couper. C'est juste pour vous donner un dernier exemple, par exemple, par exemple l'araignée. Par exemple, avant, l'homme faisait des suspensions de moteur, d'accord, les amortisseurs. On va dire la sublée, pour amortir quelque chose, il faut créer de l'air de pneumatique. Il s'est inspiré de l'araignée, parce que vous savez tous que l'araignée ont des muscles pour fléchir les articulations, mais aucun pour les étendre. Ils n'ont aucun muscle pour les étendre, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un liquide dans son corps, l'araignée, et quand elle veut étendre ses bras, elle envoie ce liquide dans ses bras. Et c'est comme ça qu'elle les fait étendre. Il n'y a pas d'articulation. Donc, je n'ai pas de place. Voilà, j'ai fini. D'accord, je vous ai donné donc, un aperçu général. Donc, si vous êtes intéressé, marhaba bikoum, parce que nous donnons des formations. Nous donnons des formations sur le prise, à travers notre centre de recherche. Donc, quand il y aura une formation, marhaba bikoum. Voilà, donc j'ai terminé. Donc je vous ai donné juste l'aperçu, d'accord, de sa globalité. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a pas meilleur innovateur que la nature. Et si nous voulons réellement innover, il faut aller chercher les solutions dans la nature. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne peux pas innover si je ne connais pas un besoin. Il faut définir le besoin. Et définir le besoin, ce n'est pas facile. Il faut trouver la cause qui a induit ce problème pour pouvoir identifier le besoin. Et donc, il faut chercher la cause. Il y a des techniques pour trouver la cause. Une fois que nous avons défini toutes les causes, nous pouvons trouver toutes les chaînes causales. Et donc, à partir des chaînes causales, je peux mettre une stratégie basée sur le TRIZ qui me permet de séparer ces causes en des causes physiques et des causes techniques. Si c'est des causes techniques physiques, j'ai des moyens pour résoudre. Et si c'est des causes techniques, j'ai des moyens pour résoudre, d'accord. Il ne faut pas que je réfléchisse que par rapport à ma spécificité, donc into the box. Je dois vaincre mon inertie psychologique et réfléchir out of the box, d'accord. Et en faisant tout ça, on n'oublie pas que les solutions se font en groupe. Les solutions ne se font pas tout seuls, donc d'où la nécessité de faire entre vous des brainstorming, d'accord, pour pouvoir confronter les idées et aboutir à la meilleure idée. Et donc le TRIZ n'aime pas le compromis, il cherche toujours à trouver des solutions. Et je vais vous donner un exemple, un premier problème, pour réfléchir out of the box. Je suis roi, j'ai 2 fils, j'ai ma richesse, je veux la partager entre mes 2 fils. Mais je ne veux pas que ma richesse soit partagée 50%, 50%, c'est la plus facile, c'est la solution de facilité. Je vais dire que je vais la donner le plus au plus méritant. 70% au plus méritant et 30% le moins, qui a moins d'efforts, qui a fait moins d'efforts. Et donc, comment je vais faire? Je vais faire un concours. Je vais donner au premier un cheval, mon fils, et le deuxième un cheval. Je vais leur dire, vous allez faire une course. Celui qui rentre le premier et dont le cheval rentre en dernier sera le vainqueur. Celui qui rentre le premier et dont le cheval rentre en dernier, donc il y a une contradiction. Comment lui rentre en premier, son cheval rentre en dernier. C'est une contradiction. Si je réfléchis out of the box, je trouve la solution. Si je réfléchis out of the box, je ne trouve pas la solution. Je vais vous donner un autre exercice. Je veux aller acheter une basket chez Nike, ce soit 97 €. Je n'ai pas d'argent. Je suis allé emprunter chez mon père et ma mère. Ma mère m'a donné 50 € et mon père m'a donné 50 €. Parfait, donc j'ai en poche 100 €. Donc je peux m'acheter le basket. Je pars, j'achète mon basket. Là, elle me rembourse 3 €. J'ai 3 € en poche. Je vais me dire, puisque j'ai 3 € en poche, je vais rembourser mon père 1 € et ma mère 1 €. تبقى لي شحال 1 € في جيبي. Donc mon père شحال بقى يسالني 49 et ma mère شحال بقى تسالني 49 plus 49 98 plus le 1 €, ça fait. Et l'autre, il est où l'autre euro?
réfléchissez out of the box et essayez de trouver une solution. Merci. Alors là, je vais être rapide. C'est juste... je remercie pour tous les collègues qui ont donc répondu à cette invitation, aux étudiants également. Bien sûr, on remercie l'orateur, professeur Aoulak, je crois qu'il a un grand port de l'eau, ça veut dire qu'il s'est déshydraté. Ben oui. Moi, la chose qui m'impressionne le plus, c'est ça. On fait des choses, c'est comme lorsqu'on fait de la prose, sans savoir qu'on est en train de faire de la prose. Alors, en fait, toutes les solutions se trouvent dans la nature. Et le biomimétisme, parce que du début, j'attendais, comme ça, que vous parliez du biomimétisme. On s'inspire finalement de la nature, on s'inspire de la forme des ailes des oiseaux pour concevoir les avions, de la forme hydrodynamique des poissons pour concevoir des sous-marins, etc., etc. Des exemples, il y en a des milliers, des centaines de milliers. Donc, moi, je n'ai pas pris le micro pour vous donner la parole, c'est pour le remercier encore une fois votre nom. Et puis, évidemment, on ne va pas terminer cette conférence en poisson. Si vous avez des questions, je pense que ce serait très intéressant qu'il y ait peut-être des petites interventions. Je trouve que ce serait peut-être minimum qu'on puisse faire par rapport au professeur Aoulak, qui n'a pas ménagé ses efforts, n'est-ce pas, pour nous présenter avec brio. Avec plaisir. Et puis, ça, il est audacieux. Parce qu'en fait, lui, son dada, c'est la physique. J'avais oublié peut-être de vous dire. C'est un éminent chercheur en physique. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous n'avez qu'à aller sur ResearchGate, vous rentrez le nom avec la vrac. Je ne parle pas du modèle scolaire. Hein, et vous verrez donc son RG, son indice. Brillant. Voilà. Out of the box. À partir d'aujourd'hui, out of the box. Hein? Abstraction. Abstrait. L'abstrait toujours. Alors, des questions, allez-y. Allez-y. Hein? Pas de limite. Pas de limite. Il n'y a pas de mauvaises questions, que de bonnes questions. معليش انا نجي اعطيهم هذاك انا نجي هذاك انا صافي c'est clair, c'est bien, pas de questions. Hein? C'est clair, c'est clair. On peut parler dans le sens de la conception des vaccins avec l'histoire de l'ARN messager. On est en train de chercher les causes des causes maintenant. Oui, exactement. Exactement, c'est-à-dire que, bon, moi je l'ai dit toujours, c'est-à-dire que tous les remèdes qu'on trouve aujourd'hui, c'est des remèdes qui traitent de la cause, pas de la cause, mais de l'effet de la cause racine qu'on ne trouve pas. Donc puisqu'on trouve l'effet d'une cause, donc on traite cet effet, non pas la cause primordiale, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à traiter donc la connaissance et le savoir ne sont pas encore mûrs pour pouvoir arriver. Il y a deux choses en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect de connaissance et de savoir et un aspect d'instrumentation. L'instrumentation aujourd'hui, c'est-à-dire que parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes plus sensoriels qu'autre chose. Donc tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est à travers soit nos sens, soit des instruments. Et les instruments, c'est ce que vous utilisez comme appareil pour pouvoir aller au plus profond des choses, pour aller jusqu'à la manipulation, d'accord, de voir à l'échelle de l'atome ou à l'échelle même du subatomique. Et donc aujourd'hui, plus nous allons à l'échelle du subatomique, et tant qu'on n'a pas résolu ce problème d'incertitude dans la mesure à l'échelle de l'infiniment petit, on ne pourra pas trouver de solution.
parce qu'à l'infiniment petit, ce n'est plus les lois déterministes que nous connaissons, ce sont des lois quantiques. Je l'ai parlé la dernière fois, et donc ce qui fait que la mesure n'a pas le même sens que la mesure que nous effectuons. Et c'est pour ça que je dis, la médecine de demain, elle sera quantique. Les solutions de demain seront quantiques et ne seront pas classiques comme nous les connaissons aujourd'hui. Et ça se développe, hein, ça se développe aujourd'hui, ça se développe. Et donc, c'est pour ça que peut-être il y a des maladies que nous ne pourrons jamais guérir par la voie conventionnelle que nous connaissons, c'est des voies plus pratiques. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais je me pose la question. Ah ben s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Oui, allez-y. Je vais revenir un peu plus terre à terre. Oui, allez-y. Concernant l'innovation. Concernant l'innovation et l'invention et l'innovation, elle démarre à partir d'un besoin. Ouais. Ou là, à partir du besoin. Alors, je veux me positionner au niveau de notre société. Ces besoins sont exprimés théoriquement par le secteur socio-économique. Ouais. Mais notre problème actuellement, justement, c'est celui-là. C'est que nous n'avons pas cet appel de la part du secteur socio-économique auprès des établissements universitaires. Quand je suis universitaire, je ne suis pas école, je ne suis pas ingénieur. Et là... vous savez, moi, je vais pour répondre à cette question. Nous sommes dans un temple du savoir et de la connaissance qui est l'université ou l'école d'ingénieurs, etc. Et le temple de l'université, c'est l'université, le temple du savoir et de la connaissance. Donc nous avons une obligation de trouver des solutions à des problèmes de l'humanité, pas les problèmes du pays. Le problème du pays, c'est la majorité des cas aujourd'hui dans notre pays, c'est du reverse engineering. Maîtriser une technologie, maîtriser un savoir-faire. Mais l'université, la recherche, quand je développe une solution innovante, c'est une solution qui ramène, moi je vous donne un exemple pour des startups comme ça, c'est un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars, c'est ce que nous fait rentrer le pétrole. Donc si nous développons des startups innovantes, pas par rapport à un besoin du pays, par rapport à un besoin du pays, c'est une maîtrise, c'est un transfert de technologie, c'est pas la même chose. La solution existe, nous faisons que la copier et la maîtriser, c'est différent. Mais quand je parle d'une start-up innovante, ça veut dire que je trouve une solution qui répond à un besoin général. Ça veut dire que le success story d'une start-up, c'est qu'elle va avoir un marché international. Elle répond à un besoin de la science, pas un besoin du pays. Répondre à un besoin du pays, c'est utiliser des solutions qui existent déjà. Des solutions qui existent déjà et j'essaie de les appliquer sur le terrain. Mais moi, je voudrais ces étincelles. C'est des étudiants qui arrivent avec des idées innovantes, des idées originales qui n'ont pas encore été trouvées, d'accord? C'est comme si quelqu'un va publier sur Nature ou là sur Science, c'est vraiment l'originalité de son travail et de son approche. Elle est une reconnaissance internationale, pas une reconnaissance juste nationale. Donc ce que je dis aujourd'hui pour les étudiants, c'est que quand ils vont faire cette approche, c'est de poser des problèmes à l'échelle internationale. Le problème du stress hydrique n'est pas posé que pour le pays, il est posé à l'échelle internationale. Si je trouve une technologie ou une solution innovante pour pouvoir faire qu'avec une goutte d'eau, je peux faire croître je ne sais pas combien de légumes et de trucs, c'est ça, ce que je pense. Donc il ne faut pas réfléchir juste par rapport non, par rapport au secteur socio. Nous sommes dissociés du secteur socio-économique. Parce que nous l'université est en avance en matière de sciences, de savoir et de connaissances
de plusieurs années par rapport à l'industrie. L'industrie est en avance en matière de tendance technologique. Elle maîtrise une technologie parce qu'elle l'utilise depuis des années. Mais pour nous, c'est de dire que l'école de biotechnologie et de sciences biologiques va introduire une nouvelle méthode pour fabriquer, je ne sais pas moi, des kits pour faire du génome algérien ou des trucs comme ça. Ça, c'est des solutions innovantes parce qu'il n'existe pas en Algérie des entreprises. Ça veut dire qu'il faut que je mette des entreprises qui ont un marché potentiel. Ça veut dire que si j'écris une start-up qui n'a pas un marché potentiel, ce n'est pas une success story. Donc elle apporte un savoir, une compétence qu'on ne peut pas trouver ailleurs, elle n'existe qu'à cette école, d'accord, et il n'y a que elle qui peut la mettre en œuvre. Et donc là, je dis, je cartographie ce qui existe et ce qui n'existe pas et qui est important pour le développement du pays. Ça, c'est une, je dirais, une solution, pas innovante, mais une solution qui a une valeur sur le marché par rapport à un besoin. Donc il faut d'abord identifier le besoin. Et le besoin, vous savez, nous sommes des citoyens. Ces étudiants, c'est des citoyens. Ils vivent dans cet environnement. Ils savent les problèmes. Comme tous citoyens que nous rencontrons, les problèmes dans le transport, le problème dans l'énergie, le problème dans l'eau. Donc il faut qu'ils s'inspirent de ces problèmes pour se dire, ah ben tiens, moi je vais résoudre le problème de ma communauté et de trouver une solution par rapport. J'attends pas que quelqu'un me dise voilà le problème. Le problème de l'entreprise, c'est un problème d'ingénierie, pas un problème d'idées. Ils sont pas en panne d'idées. Mais donc, qu'est-ce que je vais leur apporter? Il faut que je leur apporte des idées nouvelles qu'ils ne peuvent pas faire. Il n'y a que la science. Et donc c'est pour ça que le TRIZ, il allie trois choses. Il allie la logique, la compétence, c'est-à-dire le savoir et la connaissance, et la créativité. Trois choses pour pouvoir être un bon scientifique. La logique, les compétences et la créativité. Si vous développez ces trois potentiels en vous, vous allez être un très bon... Et les moyens financiers? Non, là ça on rentre, donc il faut 5 choses pour faire un projet. Là je vais vous rentrer dans une chose plus pragmatique. Pour réussir un projet, il faut 5 choses. Pour réussir le projet, il faut 5 choses. Skills, donc les compétences. Incitations, c'est-à-dire les incentives plutôt, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle moi des compensations financières pour le chercheur. Il faut une vision en premier lieu, d'accord? Une vision, skills, competency, d'accord? Les moyens, calme les choses, et un plan. Un plan. Il faut ces 5 choses. Si vous n'avez pas les compétences, ça veut dire que vous n'êtes pas... Ceux qui sont concernés par le problème ne sont pas là. Si vous n'avez pas de la vision, ça veut dire que vous allez... Quoi, en fait? Vous allez avoir une inertie. Vous ne voyez pas avancer. Si vous n'avez pas de moyens, vous êtes frustré. C'est-à-dire que vous avez l'idée, vous n'avez pas, vous pouvez la faire. Donc pour réussir, il faut les 5 choses à la fois. Vision, plan, compétence, compensation et moyens. Parce que aussi pour que les gens travaillent, il faut leur dire, si vous réussissez, vous allez gagner temps. Si vous ne réussissez pas, ben sinon il va y avoir de la résistance. Il va y avoir de la résistance, et ça ne peut pas réussir. Donc il faut les 5 qualités qui soient tous ensemble pour pouvoir réussir. Si une manque, tout est tombé à l'eau. Voilà, merci. Voilà, merci. Allez, shukran. Félicitations, monsieur le professeur. C'était un plaisir, un régal, par exemple. Tu as posé la question de 97 euros de manière fausse. Voilà, moi j'ai posé la question, c'est à toi de l'identifier. Bonjour madame, on laisse le mot. 97 plus 1 et 41 plus 49.